Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement sur Sud Radio, en compagnie d'Henri Landès. Bonsoir à vous, Henri. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, cofondateur de la Fondation Landestini, en direct de la Haute-Loire, de votre ferme, si j'ose dire d'ailleurs, dans la Haute-Loire. Nous sommes également en compagnie de notre invité qu'on accueille pour la première fois, ou presque, sur Sud Radio, en tout cas dans cette émission. Bonsoir Eric Scotto. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, réalisateur, vous êtes président et cofondateur d'AQO, et non AQA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes l'auteur de ce livre qui paraît aujourd'hui, je le montre à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en direct sur le Facebook Live de Sud Radio, Les énergies renouvelables pour les nuls, qui paraît aujourd'hui justement. C'est publié chez First. Avec vous, Eric Scotto, eh bien, on va faire un tour d'horizon très très large de toutes les énergies renouvelables. J'aimerais bien d'abord qu'on resserre un petit peu le débat, tout simplement. La définition exacte d'une énergie renouvelable, c'est quoi? C'est qu'elle est infinie? Alors oui, elle est infinie, et puis sa source dans les ressources naturelles. Donc celle qu'on connaît le plus, c'est les énergies renouvelables à partir du soleil. Ouais. Énergie photovoltaïque. Rapprochez-vous bien du micro. L'énergie éolienne qui tire ça sur le le vent. Mais le bon, soleil. tout tire sa source du soleil, finalement. L'hydraulique, qui est une des plus connues en France, puisque c'est une des plus anciennes. On y a cru très tôt. Puis après, vous avez tout un tas d'autres énergies renouvelables. Et c'était un peu l'objectif du livre, c'était de faire un tour d'horizon à 360, puisque quand on cherche, on trouve. Donc des solutions, on en a énormément. Et c'est un petit peu l'objectif de ce livre. L'idée était de dégrossir en quelque sorte un secteur qui est un secteur d'avenir, qui emploie de plus en plus de gens, qui sera pourvoyeur encore plus d'emplois demain. On va en reparler justement. Si je fais la liste globalement de ce qui marche le mieux en France, vous l'avez rappelé, les barrages, c'est du renouvelable, par exemple l'hydraulique, on en a partout dans les Pyrénées, dans les Alpes, un peu ailleurs aussi. Ça, c'était peut-être la première énergie renouvelable massive dans laquelle on a investi au 19e quasiment. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, il y a toujours besoin de faire un petit rappel historique lorsqu'on écrit un bouquin, surtout qu'on est de formation d'historien comme moi. Donc les énergies renouvelables, c'est ce qu'on a utilisé depuis la nuit des temps. De toute façon, par définition. Et donc il y a eu cette parenthèse, si je puis dire, fossile après la révolution industrielle au 19e siècle. Et, Charbon, bien sûr. Ensuite, la découverte du pétrole. Et donc, on a utilisé le fossile, le gaz, etc. Donc, finalement, ce qui a changé, c'est pas la nouveauté des énergies renouvelables, c'est le retour aux énergies renouvelables après une parenthèse polluante. J'aime bien le mot parenthèse, effectivement. La parenthèse fossile, on pourrait dire. Ouais. Et c'est un juste retour à la raison, quelque part, où finalement, on constate que sur nos territoires, il y a ces énergies qui sont disponibles. Et à un moment donné, c'est la pression, je dirais, du réchauffement climatique. Ça fait longtemps qu'on sait. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un impact de ces énergies fossiles sur le réchauffement climatique. Simplement, ça devient insupportable. Et puis, c'est un peu comme toujours. Sachant qu'il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Par exemple, le collégien que j'étais à l'époque où on commençait à parler de réchauffement climatique, quand on faisait des exposés sur le pétrole en classe de 3e ou de 4e, on les faisait sur la fin du pétrole. C'est-à-dire qu'on savait qu'il n'y avait plus de réserve aussi. Ça aussi, c'est aussi l'autre aspect de ces énergies-là. Oui, alors après, on ne sait pas quand sera exactement le peak oil. On croyait que c'était hier, que ça sera demain, mais c'est même plus le sujet aujourd'hui. Ouais. Le sujet, c'est qu'on ne peut plus se permettre de continuer à consommer des énergies fossiles, puisqu'on sait l'impact néfaste que ces énergies ont sur le réchauffement climatique et l'impact donc sur nos populations, sur l'immigration, sur tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est acquis. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris conscience de cela avec la COP21, les accords de Paris, donc il y a en 2015, si je me souviens bien. Sous la présidence de François Hollande, effectivement. Et de Laurent Fabius à l'époque. Ça a été un virage. Voilà. Un virage qui a été pris et une prise de conscience aussi de la part des institutions financières du rôle qu'elles avaient dans cette transition énergétique souhaitée et en fait du rôle qu'elles pouvaient jouer. Donc c'est un vrai tournant. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? C'est pour ça qu'il était important de faire ce tour. Voilà. Et ce bouquin, c'est un ouvrage collectif. Je ne peux pas en avoir la paternité. Je l'ai co-dirigé avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, et puis surtout les équipes de l'ADEME, les équipes d'AQO. Donc c'est un vrai travail d'experts. Il y a énormément de contributeurs parce que c'est des sujets complexes. Donc il était important aussi d'avoir des gens qui connaissent bien leur sujet
comme Bertrand Piccard avec ses 1000 solutions. Mais bon, il est un petit peu partout dans les médias en ce moment, mais à juste titre, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. François Gemem sur la politique des migrations, le rôle du réchauffement climatique dans les migrations. Et l'impact justement du changement climatique sur les réfugiés climatiques. Absolument. On commence à voir qui sont déjà là, qui sont déjà là depuis et qui des décennies. Probablement beaucoup plus nombreux demain. Absolument. On va en reparler justement. Henri Landès, Éric Scotto nous parle d'une prise de conscience et vraiment d'un changement de cap qui a eu lieu avec la COP21. Ça, c'était en France. Est-ce que c'est plus tôt ou plus tard que d'autres pays du même rang ? Alors, il y a eu une prise de conscience, on va dire, de l'Europe de l'Ouest, globalement en tandem, parce que l'Europe a un peu pris le relais après que les États-Unis avaient un peu mis beaucoup d'efforts au départ des négociations internationales sur le climat, si on va dans les années 90. Et que quand les États-Unis ont un petit peu été freinés par leur manque de volonté politique et le climato-scepticisme, l'Europe s'était un petit peu mis en leader de la technicité sur le développement des énergies renouvelables, notamment grâce à l'Allemagne qui a beaucoup investi dans les énergies renouvelables de manière un peu plus poussée qu'en France et qui s'est positionné aussi comme un acteur qui pouvait apporter de la technicité à d'autres pays qui maintenant sont vraiment en avant, tels que la Chine et certains pays d'ailleurs en Amérique latine. Je sais que le Chili, le Pérou, on retrouve énormément d'investissements dans les énergies renouvelables. Donc globalement, ces pays-là aussi ont pris le relais. Et si je comprends bien ce que vous nous dites, l'Europe et les États-Unis avaient tendance à prendre de l'avance, mais jamais tous les deux en même temps, quoi, dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Malheureusement, oui. Ils ont beaucoup freiné la lutte contre le changement climatique dans les années 80 ensemble, mais ça, c'était un petit peu un tandem de Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui ont voulu libéraliser l'économie, mais pas au service de la transition énergétique et non plus au service de la lutte contre le changement climatique. Donc là, il y a eu une coopération qui était qui était un peu malheureuse. Et pendant Barack Obama, il y a eu énormément de poussées aux États-Unis, même pour convertir de l'énergie fossile et des usines d'énergie fossile vers le solaire, vers même un peu l'éolien, beaucoup d'investissements, des milliards. Ça a été beaucoup freiné pendant un an, sans beaucoup de surprises. Donc là, Joe Biden revient avec cette volonté de pousser. C'est vrai qu'en tout cas, il y a des alternances politiques qui impriment un changement de cap énorme sur les politiques énergétiques des différents pays. C'est particulièrement vrai aux États-Unis. Revenons du coup à la France, à ces énergies renouvelables. Alors, on en parle, vous l'avez dit, l'hydraulique. On a évidemment l'éolien, ce qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, enfin pas massivement comme aujourd'hui. On le voit beaucoup, que c'est parfois contesté. On a le solaire aussi, on en parlera avec vous. Et j'aimerais qu'on parle en un mot d'ailleurs avec vous, puis avec un autre invité qui va nous rejoindre, de la méthanisation justement. La France, pays agricole par excellence. La méthanisation, en quelques mots, Éric Scotto, comment ça fonctionne ? Alors, il y a plusieurs types de méthanisation, mais si on parle de méthanisation agricole, c'est on va utiliser des déchets agricoles et on va les mettre dans un méthaniseur. On va obtenir ce qu'on appelle un parfaitement mélangé. Donc, on va laisser ces déchets se dégrader. Donc, ça va faire deux choses. Ça va faire du biogaz. Donc, ça fermente, ça crée du gaz. Voilà, exactement. Et puis après, un substrat qu'on peut utiliser aussi pour les engrais. Donc, c'est effectivement là aussi une bonne utilisation. C'est un recyclage de déchets. Ce absolument. biogaz, on parle beaucoup de gaz aussi, y compris du gaz naturel qui a tendance à être polluant, du gaz à effet de serre. Pour le coup, le biogaz de la méthanisation ne pose pas de problème. Alors, biogaz de la méthanisation, en tout cas, de ce biogaz, si vous laissez des déchets se dégrader, de toute façon, ils vont être dans l'atmosphère. Donc là, il y a une utilisation qui va être faite de ce biogaz. C'est-à-dire qu'on utilise ce qui, de toute façon, aurait été émis. On en parle tout de suite avec Alexandre Armel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dans l'Allier, vous êtes éleveur, vous êtes par ailleurs secrétaire général de la coordination rurale. C'est un des 4 grands syndicats agricoles. Vous militez aussi beaucoup pour populariser, par exemple, la méthanisation. Globalement, est-ce qu'on sait combien d'agriculteurs ont recours à la méthanisation ? On ne sait pas de manière, on va dire, bien précise combien d'agriculteurs ont recours à la méthanisation. Aujourd'hui, on voit que la méthanisation se développe. Elle se développe quand même avec une certaine vitesse qu'on n'avait pas dans les débuts. Et on voit aujourd'hui que, à côté de cette méthanisation qui valorise, on va dire, les déchets, ce qu'on appelle les déchets de l'agriculture ou les sous-produits agricoles, aujourd'hui, on a une méthanisation qui se met en place avec la production de gaz
par la culture de certaines variétés céréales ou de variétés d'herbes. Voilà, comme il s'en passe dans l'Île-de-France, les Hauts-de-France et quel type de céréales, par exemple? Ça peut être des céréales immatures, hein, de toutes sortes, des blés, des maïs. Ça peut être aussi des prairies, donc de l'herbe, des raies gras. Que vous trouvez des raies gras de grande taille, ce qui est dans votre pelouse. Hein. Voilà. Un autre aspect d'ailleurs sur lequel je ferai, je voudrais proposer à Éric Scotto de réagir. L'agriculture est devenue un acteur important, notamment des énergies renouvelables. C'est un acteur important. Après, j'aimerais revenir sur ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, justement, on traite un petit peu de toutes les formes de ressources pour le biogaz. Lorsqu'on parle de déchets agricoles, ce sont comme on dit, des sous-produits, etc. de l'agriculture. Par contre, je ne suis pas certain que produire de façon intensive un certain nombre de céréales pour faire de la méthanisation soit une véritable solution. En tout cas, je ne suis pas juge de ça. Et d'ailleurs, on n'en fait pas, mais on en parle dans le livre. Il y a des polémiques par rapport à ça. Il y a peut-être d'autres façons d'utiliser les terres agricoles que de produire intensivement. Si c'est pour produire intensivement avec en plus des intrants qui coûtent cher et qui polluent pour faire du biogaz, je crois qu'on n'a pas rempli notre cahier des charges. En tout cas, nous... pas du point de vue renouvelable pour vous, non, en tout cas, tel que vous le voyez. Vous êtes toujours avec nous, Alexandre Armel, éleveur dans l'Allier. Vous avez entendu, c'est effectivement normal aussi qu'il y ait un certain nombre de débats, y compris de controverses, y compris sur l'agriculture. Si je reviens à la méthanisation, disons, classique, telle qu'on l'entend, par exemple, l'énergie que vous produisez à partir du biogaz issu justement de la transformation des déchets agricoles, cette énergie, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous arrivez à bien la vendre ou pas? On a fait beaucoup d'émissions sur Sud Radio, notamment pour expliquer combien d'agriculteurs étaient souvent en difficulté. Est-ce que ça vous aide? L'énergie, il y a encore quelques années, l'énergie qui était produite par ces méthaniseurs c'était rentable à long terme, puisqu'il faut déjà avant tout se dire qu'un méthaniseur aujourd'hui, quand il prend la place dans une exploitation, déjà c'est un investissement. C'est un investissement qui est très lourd. Après, sur le long terme, on avait une rentabilité. Mais là où on se pose la question aujourd'hui, c'est qu'on veut le développement de ce biogaz, on veut le développement de ces énergies vertes, entre guillemets, mais on commence à sentir de la part des grosses boutiques qu'on nous donnerait un prix d'achat qui commencerait à diminuer. On commence à parler de l'ordre d'une baisse de 2% du prix d'achat, que ce soit de l'électricité ou que ce soit du gaz. Donc il y a un moment où il va falloir que l'équilibre se tienne, parce que au-delà de tout ça, il faut être aussi très, très, très technique dans la méthanisation et maîtriser l'aspect de sortir du gaz qui puisse être injecté directement dans un réseau ou qui puisse... ça ne s'improvise pas, c'est ce que vous dites en tout cas, et ça demande un investissement ou une formation. Et le prix d'achat devrait quand même être là pour rentabiliser toutes ces... En tout cas, c'est la demande justement des agriculteurs, du moins de ceux que vous représentez. Merci à vous, Alexandre Armel, d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes éleveur dans l'Allier, secrétaire général de la coordination rurale. Éric Scotto, ça ne s'improvise pas, ça demande des investissements, c'est ce que nous expliquait notre invité justement pour les agriculteurs. Oui, après ce qu'il y a eu, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, ce livre, c'est vraiment une boîte à outils. Hein. On est, en fait, la réalité, c'est qu'on est à l'heure du choix. Les citoyens sont à l'heure du choix, les entreprises, les politiques, tout le monde est à l'heure du choix. C'est un choix collectif parce que ça nous concerne tous, ça concerne les générations futures. Donc ce choix, il faut le faire. Donc l'idée du livre, c'était d'être éclairé, de faire, sans jeu de mots, c'était de faire un choix éclairé. D'avoir la boîte à outils, si vous voulez, avec toutes les possibilités. Exactement. Et justement, je rebondis sur l'agriculture, qui est fondamentale, puisque ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu un véritable changement au niveau des énergies renouvelables. Et il y a une énergie qui est devenue de moins en moins chère, de plus en plus compétitive, qui est l'énergie photovoltaïque. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la ressource la plus généreuse et la plus disponible. Voilà, exactement. Et donc, par rapport à l'agriculture, le photovoltaïque consomme de l'espace. Donc, on avait inventé il y a 13 ans un processus. Alors là, c'est AQO, je prends ma casquette AQO, un processus appelé la Greenergie, qu'on appelle aujourd'hui communément agrivoltaïsme. Et l'idée, c'est de cohabiter. C'est-à-dire que vous êtes au sein d'un même territoire, vous avez des agriculteurs et des producteurs d'énergie comme nous. Et nous, on a décidé de travailler ensemble. Ne pas décider de favoriser la substance alimentaire ou la substance énergétique, de travailler sur les deux. Et on a combiné les deux. Je vous donne un exemple. On a eu des gels, des gelées extraordinaires, exceptionnelles il y a quelques temps. Extraordinaires. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière sur Sud Radio. Et il y a 10 ans, lorsqu'on a décidé, nous, de créer des ombrières dans le Gard pour protéger des cultures d'abricotiers bio, on a été pris pour des fous. Aujourd'hui, tout le monde fait la queue pour comprendre
Et comment ce ça marche? retour d'expérience que nous avons. Ces cultures, ça n'a pas gelé la semaine dernière. Vous êtes parmi les seuls à avoir pas. Absolument. Enfin, c'est parmi les seuls vergers à ne pas protéger de la grêle. Donc l'idée c'est quoi? C'est 1 + 1 = 3. Et donc sur un même territoire, 2 activités. On innove ensemble. Et on crée une résilience, une attractivité, on crée de l'emploi. Et on peut même proposer, on en parle aussi, c'est le financement des énergies renouvelables, proposer aux citoyens de s'impliquer en investissant dans les énergies renouvelables à travers des sites de crowdfunding. Et là, vous devenez acteur, en fait, de la transition énergétique. Ça change tout. Si vous mettez 50 €, vous créez de l'emploi près de chez vous, ça vous donne envie, finalement, de continuer. Absolument. Parce que vous voyez que votre placement a un effet concret davantage que le pari sportif. Vous devenez un acteur. Nicolas Hulot disait récemment, les petits pas ne suffisent plus, il faut faire des grands pas maintenant. Il a bien raison. Et donc, c'est l'affaire de tous. Mais maintenant, dans ce livre, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a des solutions. C'est ça. Parlons aussi d'un autre secteur qui est en crise, pour le coup, rien à voir avec la météo, c'est le secteur de l'aérien. Vous parlez de l'avion, justement, du futur. Plusieurs solutions que vous envisagez, notamment dans votre livre, pour changer du kérosène, par exemple, qui pollue. L'avion électrique, le biocarburant, par exemple, et le power to liquide. L'avion électrique, on imagine à peu près ce que c'est. Je vois que vous avez lu le livre, parce que pour aller sur le power to liquid, c'est vraiment très technique à l'intérieur de ce livre. Et en fait, c'est vraiment une solution d'avenir. On donne la définition en 2 mots. Pour le simplifier, qu'est-ce qu'on fait? On prend des énergies renouvelables, du solaire par exemple. On va transformer par l'électrolyse de l'eau, qui est un procédé très très ancien. On va transformer cette eau en hydrogène. On va combiner cet hydrogène avec, par exemple, des déchets d'une centrale, enfin du gaz, du CO2. Donc c'est un gaz néfaste pour le climat. Et en fait, finalement, on va l'utiliser et avec un procédé, on va mélanger cet hydrogène et ce CO2 et on va créer un carburant à base d'hydrogène vert, liquide, qui peut immédiatement être utilisé dans les moteurs d'avion, mais sans modification du moteur. Donc alors pourquoi on n'y passe pas tout de suite? En fait, on n'y passe pas tout de suite parce qu'il faut... Aujourd'hui, on est au stade des prototypes, donc il y a les premières raffineries qui sont sorties. Ça commence. Dans l'industrie, il faut faire des passages à l'échelle. Il faut aussi qu'il y ait... je vous donne un exemple. Il faut des électrolyseurs. Les électrolyseurs, pour pouvoir baisser le prix, il faut des électrolyseurs grande taille. Ils n'existaient pas parce qu'on n'en avait pas l'utilité. Il y a une société dans le sud de la France qui vient de se monter, qui s'appelle Genvia, et qui se propose de faire des électrolyseurs de plus grande taille. Donc en fait, pourquoi on ne le faisait pas? Parce qu'on n'en avait pas forcément l'utilité, de la paresse, de l'habitude, et parce qu'on était sur un mode qui fonctionnait comme ça. Maintenant qu'on en a besoin, on trouve les idées. On cherche et on a une richesse et on continue, au niveau de nos ingénieurs et on trouve quand on cherche. Et vous pensez que le renouvelable peut sauver demain le secteur aérien, ou du moins ce qu'il en restera? Je ne sais pas si le renouvelable va sauver le secteur aérien. Probablement, je l'espère. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est inexorable. Nous sommes rentrés dans l'ère du renouvelable. C'est exactement ce qu'on essaye de montrer dans cet ouvrage. Et le secteur aérien est, je dirais, un des derniers bastions à aider, puisque et à soutenir en ce moment, surtout, on le sait sur Sud Radio. Donc, les compagnies aériennes sont conscientes, tout le monde est conscient, les citoyens sont conscients. Ils font ce qu'ils peuvent avec les conditions économiques dans lesquelles ils sont, mais en tout cas ils sont tous engagés, notamment notre compagnie nationale Air France est très volontariste pour trouver des solutions, s'intéresse à toutes ces technologies et très honnêtement, si on s'y met tous, je pense qu'on a réellement une chance d'avancer très vite dans cette direction. En quelques mots, peut-être, Éric Scotto, et pour conclure, nous sommes le pays du nucléaire, la France, globalement. C'est officiellement pas une énergie renouvelable, pas comme on l'entend, pas dans la définition qu'on en a. Quelle peut être demain la part du renouvelable en France? Jusqu'à quelle partie? Le mix énergétique? Le nucléaire ne peut pas être considéré comme une énergie renouvelable. L'uranium n'est pas renouvelable. Il y a d'autres problématiques, etc. C'est une énergie, par contre, décarbonée. L'objectif, et de toute façon, il y a un objectif. D'ailleurs, c'est l'anniversaire demain, puisque ça date du 23 avril de l'année dernière. Donc, la PPE, c'est mon anniversaire, donc je m'en souviens. Et donc, qu'est-ce que dit la PPE? Qu'on doit rééquilibrer le mix énergétique français, 50% de renouvelables, 50% de nucléaire, mais dans la consommation. La consommation finale brute des citoyens et son utilisation. Donc il y a encore un travail à faire. Nous sommes en retard. On doit, par exemple, dans le photovoltaïque, dans l'énergie solaire, on devrait accélérer et multiplier par 4 le rythme où on va, si on veut respecter les engagements. Comment? Nos engagements étaient trop ambitieux, ou alors c'est faisable si
une bonne fois pour toutes, on admet que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Donc, politique, entreprise, citoyens, si on va tous dans le même sens, on peut accélérer, absolument, mais ça nécessite une véritable volonté des uns et des autres. Mais c'est bon pour nous, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les générations futures, c'est bon pour l'économie, puisque c'est de toute façon les énergies les moins chères qui existent. Donc on va rééquilibrer demain. Exactement. Non, pas demain, aujourd'hui. Ça marche aujourd'hui. Qui doit marcher aujourd'hui, mais qui s'imposera à tous. On doit le maximiser dans le mix énergétique futur en France demain. Et pour conclure, justement, Henri Landès, vous êtes toujours avec nous sur Sud Radio. Est-ce que vous partagez cet optimisme, en tout cas celui d'Éric Scotto, en quelques mots? Je partage l'optimisme sur la transition vers les énergies renouvelables, c'est sûr. Il y a clairement des investissements qui vont faire un changement structurel dans le mix énergétique dans plein de pays, notamment des pays émergents, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Ce qui compte, en revanche, c'est est-ce que nous allons aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre à la fois dans d'autres secteurs et aussi juste en valeur absolue sur le pétrole et les énergies fossiles. Si on continue quand même d'augmenter la part des renouvelables, mais on ne baisse pas tout de même notre volume de consommation fossile, ça va être grave. Le changement climatique, il est emballé, donc il faut maintenant aussi penser très très rapidement à l'adaptation dans tous les territoires. Merci en tout cas à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini. Merci à vous, Éric Scotto, réalisateur, président et fondateur d'Akuo, auteur de ce livre Les énergies renouvelables pour les nuls. C'est publié chez First, ça paraît aujourd'hui, et en tout cas en librairie. C'est un commerce essentiel, vous avez le droit d'y aller, les amis qui nous écoutez sur Sud Radio. La suite de votre soirée, la suite surtout des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs, avec d'autres entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismart. C'est dans un instant avec Stéphane Soumier.